ça devrait être bien. Salut Grace, j'espère que tu vas bien. Salut Abeke. Combien est-ce que je suis là? Ouais, ok. J'espère que vous portez tous et toutes bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Ce soir, nous allons parler, nous allons voir plutôt, nous allons discuter autour de la question qui est de savoir comment devenir froide. Comment devenir froid. En anglais, on pourrait traduire cela par How to get cold. Comment est-ce qu'on peut se comporter lorsque on est dans une situation amoureuse où effectivement l'autre nous croit acquise, l'autre te croit acquise. Bonsoir Chani, bonsoir Tania. C'est le thème de ce soir, c'est le thème que j'ai envie d'aborder avec vous ce soir. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce thème? C'est tout simplement parce que beaucoup de femmes, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas en fait comment vous comporter subtilement avec votre partenaire lorsque vous devez en fait vous faire respecter, lorsque votre partenaire est en train d'abuser de vous, est en train de bénéficier de vous, est en train de vous tourner en bourrique, hein, lorsque l'autre est en train de croire que vous allez toujours être la partenaire compréhensive, qui pardonne, toujours un peu disponible. Certains et certaines d'entre vous, vous ne savez pas, ou peut-être que certains vous savez, mais vous doutez. Vous vous dites que peut-être cela va être un peu trop méchant, que cela risque peut-être même d'attiser encore plus, on va dire, l'ambiance qu'il y a déjà avec votre partenaire, etc. Donc je vais un petit peu vous donner quelques petits tips. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous donner, hein. Le but n'est pas là, le but n'est pas de vendre toutes mes cartes parce que, comme vous le savez sans doute, si je suis coach, c'est que je ne suis pas coach que dans tout ce qui est bonté et compréhension et comment dire, empathie, d'accord? C'est qu'aussi j'ai en ma possession quelques petits tours de main pour désarçonner la personne, pour briser l'ego de la personne. Alors je ne vais pas évidemment tout vous donner, je ne vais pas vous donner toutes mes armes. Je ne vais pas donner aussi toutes les armes, surtout les armes fatales, voire létales, mais je vais un tout petit peu faire une petite salade de tout. Comme ça, vous aurez des techniques très simples, mais vous aurez aussi quelques petites techniques qui font un peu peut-être partie de ce que l'on appelle la psychologie noire. Alors ce n'est en aucun lien avec ma couleur de peau ou mes origines. La psychologie noire, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est une psychologie en fait qui connaît le fonctionnement du mental, du comportement d'une personne pour arriver à la manipuler, pour arriver notamment à atteindre son ego, pour arriver à atteindre son estime de lui, pour le faire douter et pour l'arriver en fait à un comportement où il est soumis à vous. Alors, on n'est pas là effectivement pour faire du mal, on n'est pas là pour devenir
le nouveau ou la nouvelle psychopathe du coin, du village, mais c'est parfois important de savoir un tout petit peu quelques petits tips en psychologie noire, notamment quand la personne est en train de l'utiliser sur vous. Parce que beaucoup de personnes, on vous fait du mal, on vous manipule, mais vous ne savez pas en fait ce qui est en train de vous arriver. Ou quand vous en rendez compte, parfois il est bien trop tard. Merci Coco pour les fleurs. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est important d'aborder cette question, hein, comme je l'ai dit, c'est déjà important d'aborder cette question parce qu'il arrive à un moment où en fait l'autre est en train de vous tester. Il arrive à un moment, et c'est humain, dans toutes les relations humaines, on teste l'autre. On essaie de voir quelles sont en fait les limites de l'autre. Notamment si vous êtes une femme et que vous êtes avec un partenaire masculin, l'homme, même s'il est le plus gentil d'entre tous, il va essayer de savoir, il va essayer forcément de jauger quelle est en fait quelles sont vos limites. On le retrouve aussi dans toutes les relations humaines, que ce soit amicales, que ce soit familiales, que ce soit professionnelles, que ce soit même dans la rue. Hein. C'est pas pour rien que par exemple, quand vous allez faire vos courses, vous avez parfois des personnes qui se disputent parce qu'il y a un test social pour savoir qui peut et qui va avoir le dessus sur l'autre. C'est pas pour rien que si vous vous souvenez de vos cours de philosophie, hein, Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, ouais. Parce que, en fait, le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. Et que les relations sociales, les normes sociales ont été posées pour effectivement permettre ou limiter des conflits d'influence, des conflits d'importance et des conflits aussi d'ordre psychologique. Parce que la plus grande arme qui permet de manipuler, notamment la manipulation de masse, c'est forcément par la psychologie, c'est forcément par comment est-ce qu'on peut vous avoir par les sentiments, et ça passe évidemment par, et c'est encore plus vrai dans notre société moderne actuelle, ça passe forcément par tous les moyens aujourd'hui que l'on connaît, les réseaux sociaux, la télévision, Internet, etc., les divertissements. Si vous vous souvenez, ou si vous ne le savez pas, vous savez que, ou en tout cas je vais vous le faire connaître, je crois que c'était un philosophe de l'Antiquité. Alors oui, évidemment, avec moi, vous allez forcément un petit peu faire de psychologie, de sociologie, etc., d'histoire aussi. Ça ne vous fera pas de mal, je pense. Parce que c'est une réalité dans laquelle vous vivez, hein, vous n'avez pas le choix, c'est une réalité sociale. Un philosophe, je crois, de l'Antiquité avait dit que le meilleur moyen pour manipuler le peuple, c'était de lui donner du pain et des jeux. Voilà. C'est pas pour rien que le meilleur moyen pour calmer les conflits sociaux, les conflits politiques, encore aujourd'hui, il existe des jeux au niveau national, au niveau international, comme la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, voilà. Et donc, pour ce qui concerne notre thème aujourd'hui, comment devenir une personne froide fait partie en fait de tout ce processus, mais à un niveau évidemment plus petit qui est le partenaire que vous avez en face. Et même si, comme je l'ai dit, hein, vous avez le partenaire le plus gentil du monde, le plus doux du monde, ne vous inquiétez pas, arrivera un moment où il va vous tester et où même vous aussi, vous allez le tester dans ses limites, le tester dans sa gentillesse, le tester dans sa disponibilité. Et c'est la même chose pour vous. Il va aussi vous tester, consciemment ou inconsciemment. C'est humain, c'est comme ça. La raison aussi pour laquelle c'est important de l'aborder, c'est notamment pour les personnes qui ont du mal notamment à établir des barrières,
à établir des limites. Des personnes qui ont un tout petit peu du mal aussi à savoir se faire respecter. Attention, se faire respecter, ça ne veut pas forcément dire entrer automatiquement dans un conflit de force, et notamment dans un conflit qui pourrait s'apparenter à un conflit en termes d'autorité, et donc à un niveau en fait de volume vocal, d'accord. Savoir se faire respecter, c'est déjà tout simplement savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Parce que beaucoup de personnes sont en incapacité de dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Aussi, savoir se faire respecter, c'est savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, mais aussi l'affirmer, le dire. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas l'exprimer, ne savent pas le dire, ne savent pas le formuler. D'accord? Et la troisième limite concernant le fait de savoir se faire respecter et savoir en tout cas établir ses limites, c'est de savoir s'y tenir. Parce que beaucoup de personnes savent ce qu'ils n'aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Beaucoup de personnes savent le formuler, mais beaucoup de personnes ne savent pas s'y tenir et faire respecter aussi à l'autre cette limite. Et effectivement, dans notre cas, dans le thème qui est le nôtre ce soir, on va effectivement aborder le thème où l'autre est en train de vouloir outrepasser la limite que vous avez abordée, où l'autre va penser qu'il peut se permettre ce qu'il veut, et vous allez être en capacité de la formuler. D'accord? Comment devenir une personne froide? Tout simplement, commencez effectivement par vous connaître vous-même. Connais-toi toi-même, hein. C'est l'un des leitmotifs de la psychologie et de la philosophie. Hein. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de philosophie, Socrate avait dit que le plus grand des savants, c'est une personne qui se connaît. Alors, il n'a pas dit comme ça, évidemment, hein, c'est de la paraphrase que je suis en train de dire, mais il a dit qu'effectivement, tu dois te connaître. Et tu dois aussi connaître le fait que tu ne connaisses pas. D'accord? Et donc, si tu n'es pas en capacité de savoir ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas, ben, tu seras à même d'être manipulé et d'avoir une personne qui ne te respecte pas. Donc, tu dois te connaître, tu dois connaître tes limites. Tu dois connaître ce que tu aimes, tu dois aussi connaître ce que tu n'aimes pas. Tu dois connaître aussi, tu dois connaître notamment ce que tu n'aimes pas chez toi, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes chez toi, mais aussi ce que tu n'aimes pas chez l'autre et ce que tu aimes aussi chez l'autre. D'accord? Et tu dois être en capacité de le formuler, tu dois être en capacité de le dire, tu dois être en capacité en tout cas d'en être conscient ou d'en être consciente. C'est vraiment, vraiment important. Parce que ça t'empêchera en tout cas d'être utilisée et notamment d'être acquise. Parce que si je suis en train de vous donner les moyens pour devenir une personne froide, c'est pour vous empêcher d'être acquise, t'empêcher à toi, même homme, d'être pris pour acquis pour ton ou ta partenaire. Excusez-moi, j'ai des peaux mortes. Et ça, c'est vraiment très important, et ça, c'est vraiment très utile de se connaître soi-même. L'autre moyen, en tout cas, effectivement, comme je l'ai dit, c'est effectivement aussi de savoir formuler ses limites, de savoir formuler ce qu'on aime, de savoir formuler aussi ce que l'on n'aime pas. Alors, il y a deux moyens de formuler. Et dans le cadre qui est le nôtre de savoir comment devenir froide, comment devenir en fait distant, comment savoir se faire respecter, parce que c'est ça en fait ce qui est sous-entendu dans cette question. Hein. C'est effectivement la situation où l'autre est en train de vous prendre en fait, excusez-moi le terme, mais pour la conne de service. Est-ce qu'on peut tapoter l'écran s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut
m'aider à avoir plus de likes sur ce live. J'aimerais qu'on atteigne les 10 000 likes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le meilleur moyen, en tout cas pour toi déjà, pour arriver à formuler ton désir, c'est tout simplement de le dire. D'accord? Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas dire ce que vous aimez, vous ne savez pas dire ce que vous n'aimez pas. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup d'hommes, et que beaucoup de femmes aussi, peu importe votre sexe et votre orientation sexuelle, c'est pour ça que l'autre qui est en face de vous, parfois, vous prend pour acquis, vous prend un peu pour la conne de service, pour le con du coin, pour la folle du village aussi. Parce que vous n'établissez pas des limites, vous n'établissez pas aussi des règles. Comment veux-tu te faire respecter? Comment veux-tu te faire considérer si, en fait, par exemple, en début d'histoire, en début de ta relation, tu n'établis pas des règles, tu n'établis pas la constitution de ton couple, hein? Les règles constitutionnelles de ton couple doivent être établies dès le début de ton histoire amoureuse. Tu ne vas pas, en fait, commencer à vivre ton couple en vivant comme ça, sans qu'il y ait de cadre, sans qu'il y ait de règles. Et en pensant en fait que l'autre est en capacité et est dans le devoir de tout savoir, et notamment de savoir ce qu'il y a dans ta tête et de savoir quels sont tes goûts, quelles sont tes préférences. Il faut que tu saches les formuler. D'accord ? Il faut que tu sois en capacité aussi d'établir des règles, notamment pour les femmes, ne pas être disponible tout de suite, ne pas être disponible tout le temps, ne pas être disponible physiquement, d'accord? Ce n'est pas parce qu'il t'appelle que ça veut dire que tu dois forcément répondre présente. Tu n'es pas dans une salle de classe, hein. Tu n'es pas là pour valider un diplôme de fin d'année pour savoir si tu auras le diplôme de la meilleure copine ou de la meilleure femme. Tu as aussi des droits. Tu n'as pas juste que des devoirs, d'accord, hein? Tu as aussi des droits. Tu as le droit notamment à avoir ton individualité. Tu as le droit d'avoir des droits. Hein? C'est pas pour rien que l'état de droit existe. C'est pour permettre aux gens d'avoir des devoirs, mais aussi des droits. Parce que c'est ce que je remarque beaucoup dans certaines relations amoureuses. On a l'impression en fait que beaucoup de femmes et aussi certains hommes, ils sont là juste que pour répondre aux besoins de l'autre, mais quand il s'agit de formuler leurs propres besoins, quand il s'agit de formuler leurs propres désirs, quand il s'agit d'affirmer aussi leur propre individualité, il n'y a plus personne. Hein? Et c'est comme ça que vous finissez par vous faire marcher dessus. Et c'est comme ça que l'autre pense qu'effectivement, il peut tout se permettre, et notamment se permettre de ne pas te respecter, ou de ne pas te considérer, ou de ne pas t'honorer aussi dans ce que tu es en droit de demander. Si par exemple tu penses que te rendre disponible, et ce dans tous les sens du terme, que ce soit en termes aussi de discussion téléphonique, beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils ont trouvé un partenaire que ça veut dire qu'il faut que tous les jours que Dieu fait, tous les jours où il y a le soleil qui se lève, tu dois discuter avec ton partenaire, tu dois répondre à ton partenaire. Et pour certains, c'est compliqué et difficile de formuler effectivement la limite, où effectivement tu es en droit de demander à ton partenaire de ne pas forcément être disponible tous les jours que Dieu fait pour discuter, pour qu'il t'envoie en plus de ça un « comment ça va, t'as bien dormi, tu fais quoi ?» TFK, le fameux TFK, ou pour ceux qui sont un tout petit peu dans le respect de la grammaire, TFQ. Tous les jours, tu fais quoi? Bonjour bébé, ça va? J'espère que tu vas bien.
Passe une très bonne journée, tous les jours que Dieu fait. Du lundi au lundi, pas de repos. Le week-end, c'est encore pire. Tu es en droit de demander, d'exiger, de solliciter que ton partenaire te lâche un tout petit peu la grappe aussi. Hein. Tu n'as pas signé un contrat. Et même dans les contrats que l'on signe, on est en devoir, il est de notre devoir, et il en va du coup de nos droits aussi, de pourparler effectivement les conditions du contrat. C'est pas juste un contrat que tu dois accepter les yeux fermés en disant Amen, Alléluia, j'ai un copain et puis voilà, ou j'ai une copine et puis voilà. Tu dois effectivement aussi discuter des conditions de la relation dans laquelle tu es. Et si ton partenaire en face ne respecte pas ta liberté, ne respecte pas en tout cas aussi ton indépendance, parce que être en couple, ce n'est pas être mains et pieds liés. Hein. Tu dois être en capacité de garder ton indépendance. Un peu juriste, non? Bah oui, j'ai fait des études de droit harmonica. Je pense que ça s'entend là, oui. Parce que une relation amoureuse, c'est aussi une forme de contrat. Hein. C'est pas juste je t'aime, moi aussi, on est ensemble. Parce que la base d'une relation amoureuse, bah, c'est qu'elle est forcément vouée à ce qu'elle mène au mariage. Et le mariage, c'est un contrat. Et un contrat, c'est soumis forcément aux lois. C'est pas pour rien qu'on a le code civil. Et même dans ce code civil, il y a l'encadrement effectivement des unions qui ne sont pas encore formées dans le mariage. Les fiançailles, les promesses de fiançailles, la vie en concubinage, etc. etc. Donc oui, effectivement, merci aux études de droit, merci aux 4 ans de souffrance passés à la Sorbonne, à écouter des cours complètement, voilà. Et heureusement que je suis pas allé à Assas parce que j'aurais pété un câble. Mais outre cette discussion, oui, effectivement, tu dois être en capacité effectivement de déjà négocier ton entente et savoir te faire respecter. Et donc, savoir que tu es dans tes droits, effectivement, de ne pas être tout le temps disponible quand l'autre en a besoin. Tu es en droit aussi de pouvoir faire autre chose et de ne pas tout le temps être là à lui faire un compte rendu. Et tu es aussi dans ton droit de ne pas être celle qui demande. Parce que vous, souvent, mesdames, vous aimez parfois être celle qui épuisez le partenaire. Et c'est ça aussi qui fait que parfois l'autre ne vous respecte pas parce que vous êtes trop en demande. Vous oubliez que votre partenaire est comme vous. Il a une liberté, il a des besoins, il a des envies. Et ça ne passe pas par le fait que vous devez aussi être collante, pour ne pas dire chiante. Et dans les cas où effectivement, parce que souvent l'autre en face, il ne va pas vous le dire que vous êtes pénible, que vous en demandez trop. Et quand je dis que vous en demandez trop, c'est quand vraiment vous en demandez trop. On ne parle pas du cas où effectivement vous demandez le strict minimum et l'autre ne vous répond pas. Là, je parle du cas où vous en demandez trop. Vous êtes celle vous êtes celle qui est en désarroi émotionnel. Vous passez en fait pour une personne qu'on va de moins en moins considérer. Et donc c'est là où toi, tu dois devenir froide. Tu dois te calmer dans tes ardeurs. Tu dois te calmer aussi dans tes insécurités. Devenir froide, ce n'est pas juste devenir en fait une femme qui va être cette femme un peu fatale parce qu'elle sent qu'elle ne se fait pas respecter. Devenir froide, c'est aussi calmer ses propres insécurités. Hein. Ne pas être celle qui va être là en train de
coller, de projeter sur l'autre ses peurs, hein. Toujours à demander tu fais quoi, tu vas où, ou penser que parce que tu es en couple avec quelqu'un, tu dois l'assommer, le fatiguer, lui demander qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, hein, et exiger qu'il doit te parler. C'est pas parce qu'il ne t'a pas envoyé un message coucou ça va que toi tu dois commencer à paniquer et que tu dois commencer à l'appeler ou que tu dois commencer à t'imaginer les plus grands des scénarios. C'est bon, il m'a pas trompé, il m'a trompé, c'est bon, il m'a oublié. À quel moment c'est trop? Quelle est la limite du strict minimum? Et si on a besoin de plus? Alors, à quel moment c'est trop? C'est quand, en fait, il y a une communication, en fait, où on sent qu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de vivacité, hein. À un moment, on sent que c'est trop quand tous les jours, c'est toi qui es tout le temps en train de demander tu vas bien, tu as bien dormi, mais tu lui as posé cette question hier, tu lui as posé cette question avant-hier, tu lui as posé, ça fait 3 semaines, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, que tous les jours, en fait, tu lui poses cette question. C'est trop. Il n'y a plus de séduction, il n'y a plus de mystère, tu deviens banal parce que, en fait, votre discussion devient banale. Il faut savoir espacer, il faut savoir aussi, parfois aussi, provoquer aussi chez l'autre la curiosité. Tu n'es pas obligé d'être celle qui parle. Déjà, moi, les femmes qui initient à chaque fois la communication avec leurs hommes, déjà, qu'est-ce que vous foutez en fait? Moi, c'est un truc, je comprends pas. Non, c'est, alors ça, c'est vraiment, ça, c'est, voilà. Toi, en tant que femme, tu ne dois jamais être celle qui initie la communication avec ton homme. C'est toujours ton homme qui doit chercher à te joindre. Tu dois le contacter que quand c'est pour quelque chose d'urgent. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Vous pouvez regarder n'importe quel coach, regarder n'importe quelle vidéo, même la moins influente des coachs vous dira la même chose. Tu dois toujours chercher à ce que ce soit l'homme, tu dois laisser la place à l'homme pour faire ce genre d'action. C'est toujours lui qui doit initier tout. C'est lui qui doit s'inquiéter. C'est lui qui doit se demander. Et tu remarqueras qu'un homme, il ne va pas forcément chercher tous les jours à te joindre. Ou même s'il cherche tous les jours à te joindre, il respectera une certaine distance. Et s'il ne respecte pas une certaine distance, c'est là où toi, tu dois devenir froide, encore plus froide, et lui dire, écoute, c'est très gentil, mais peut-être que ce serait bien qu'effectivement, tu n'es pas obligé, tu n'as pas à te sentir obligé de me parler tous les jours. Et si tu es même encore plus maline, si tu veux être encore plus fatal, si tu veux que ton partenaire s'attache encore plus à toi, parce que est-ce que tu veux vraiment même que ce partenaire s'attache plus à toi? Parce que ça dépend de vous aussi. Parce que des fois, quand on vous regarde, quand on regarde comment est-ce que vous vous comportez, on se demande si vous avez envie que les hommes vous fuient. Parce que certaines femmes, vous voulez qu'un homme vous aime, mais vous vous comportez comme si vous vouliez qu'il vous fuit. C'est un peu contradictoire, donc il faudra savoir ce que vous voulez. Donc si toi, effectivement, tu veux que ton homme s'attache plus à toi, tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux passer quelques heures. Tu peux laisser passer quelques heures. Tu peux même laisser passer la journée. Même s'il t'appelle, parce qu'il va peut-être commencer à s'inquiéter, tu n'es pas obligé de répondre. Et dans les situations où effectivement vous devez apprendre à vous faire respecter, c'est cette technique que vous devez également utiliser. Apprenez à utiliser le silence. Apprenez à utiliser la distance. Apprenez à utiliser aussi la mise en délai.
t'es pas obligé d'être là en train de répondre parce qu'il t'a envoyé, parce qu'il t'a appelé, parce que t'as un travail, t'as des vacances, t'as un sport, t'as une balade, t'as de la musique, t'as un film, t'as une série, t'as un musée, t'as tes cheveux, t'as tes ongles, t'as ton ménage à faire, t'as une amie à appeler, je sais pas, t'as ta mère à appeler, t'as ton frère, ta soeur, ta cousine, ta nièce, je sais pas, plutôt que de t'inquiéter à savoir si cet individu qui, pour la plupart des cas, parce que c'est la vérité, ils ne vous font même pas de virement. Il n'y a même pas de cadeau, il n'y a même pas... Hein, c'est des relations d'amour, mais parfois il n'y a même pas d'argent. Pourquoi tu t'inquiètes? Moi, si j'étais une femme, je m'inquiéterais pour un homme qui effectivement investit de l'argent sur moi. S'il m'appelle, et ce ne serait pas tout le temps, mais s'il m'appelle de temps en temps, effectivement, je réponds. Mais parfois, vos partenaires, ils vous font rien, excepté vous promettre des choses, excepté vous maintenir par des laisses émotionnelles, ils ne vous font rien. Même un petit, allez, on va être un peu sympa, même un petit 300 € par mois, il ne te fait pas. Encore moins un petit 500 €. Alors si on part à 1 000 €, bah là, c'est ça, alors, je pense que là, il n'y a plus personne sur le live. Donc apprenez déjà à vous faire distante. Apprenez effectivement à ne pas être celle qui force. Parce que beaucoup de femmes, vous aimez forcer. Et si tu as besoin de plus, Tima, c'est que le plus dont tu as besoin, ce n'est pas à l'autre de te le donner, c'est à toi-même. Parce que si tu es en besoin de plus, c'est que déjà tu manques d'amour propre, tu manques d'estime propre. Et ce n'est pas un autre humain comme toi qui a aussi ses fragilités sur lesquelles tu vas compter pour combler tes manques, pour combler tes vides, pour combler tes insécurités, pour combler tes doutes que tu dois toi-même combler toi-même. Tu n'es pas une enfant, tu es une personne adulte. Et je ne pense pas que si tu tombes sur ce live, tu es encore dans une forme d'immaturité émotionnelle. Hein, parce que si tu es intéressé par le sujet de l'amour, c'est que forcément il y a chez toi une forme de maturité physique et émotionnelle. Un tout petit peu du moins, je l'espère. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Comment exprimer ses besoins sans être en demande? Eh bien, c'est tout simplement en les formulant. C'est tout simplement en les disant. Il n'y a pas de formule. Hein. C'est en les disant, c'est en les formulant. Et après, effectivement, il y a peut-être une manière de les formuler, mais tu dis, voilà, moi j'aime bien un homme qui est attentionné. J'aime bien quand un homme euh, anticipe aussi. J'aime bien quand un homme est entreprenant. J'aime bien quand un homme me laisse aussi un petit peu respirer. J'aime bien quand un homme est loyal. J'aime bien quand un homme sait respecter ma liberté sans être possessif. J'aime bien quand un homme investit en moi. J'aime bien quand un homme prend soin de moi. Il n'y a pas... voilà. Si effectivement tu penses qu'estimer ta demande, qu'exprimer ta demande doit être formulé que dans un ton qui se veut agressif, il est temps pour toi peut-être de réaliser qu'une demande n'a pas à être formulée que sous la forme agressive ou la forme d'autorité ou sous la forme de réprimande. Tu peux effectivement exprimer, comme je l'ai dit, dans, le, dans une phrase où tu manifestes ce que tu apprécies.
Et pour celles qui sont peut-être encore plus dans un côté, on va dire, psychologie noire, comme je l'ai dit au début, c'est effectivement de déjà, si tu veux si tu veux faire croire que l'homme a trouvé par lui-même ce que tu veux, tu peux effectivement lui demander, mais euh, tu, tu ne m'avais pas parlé peut-être de quelque chose que tu voulais me faire, ou de quelque chose que tu voulais me dire, ou de quelque chose que tu m'avais promis. Évidemment, l'homme, il va te dire, bah non, je t'ai rien promis. Tu vas dire, bah t'es pas sûr. Je sais pas, tu m'avais... Et là, tu m'avais dit, et là, tu glisses ta demande, et là, tu glisses ce que tu veux. Je sais pas, tu m'avais dit que, par exemple, tu m'avais dit une fois que tu aimerais bien m'emmener dans un restaurant un peu de la haute gastronomie. Ou je sais pas, tu m'avais dit une fois que tu voulais m'emmener en vacances dans un endroit un peu paradisiaque. Tu lui fais croire que c'est lui qui l'a dit alors que c'est toi. Psychologie noire. Psychologie noire. Ah bah oui, je vous ai dit hein, que moi j'ai des techniques. J'ai des techniques pour effectivement faire croire à l'autre que c'est lui qui m'avait posé, c'est lui qui m'avait laissé faire croire que. Alors évidemment, il va te dire, ben non, je t'ai jamais dit. Tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis, si, si, tu as peut-être oublié, mais crois-moi, je me rappelle de tout. Alors évidemment, vu que c'est un homme, il va croire qu'effectivement, oui, parce qu'il va se dire peut-être que je l'ai dit, mais j'ai oublié. Et en plus, il y a vous qui êtes en face et qui affirmez qu'effectivement il a dit. Il ne va pas douter. Et même s'il sait qu'effectivement vous êtes en train de jouer un peu avec son mind, mais dans le bon sens du terme, même s'il ne va pas forcément le faire tout de suite, même s'il ne va pas forcément le dire tout de suite, mais il va comprendre que c'est ce que vous attendez. Psychologie noire. Coach, il m'a trompé, je l'ai confronté, il a fui, silence, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Alors s'il t'a trompé et que tu l'as confronté, tu as toutes les raisons de te considérer célibataire. Et donc si tu es célibataire, ce que tu es de fait, sauf que tu n'as peut-être pas compris, d'accord? Il est temps pour toi de reprendre ta dignité déjà, en le laissant dans son silence, sécuriser ta dignité et ton intégrité en te redonnant peut-être la considération que tu mérites, parce que tu recherches dans les explications que tu souhaites avoir de lui ta considération, mais encore une fois, c'est à toi-même de te la donner. Tu te refais belle, tu fais le deuil de cette situation, tu tournes la page et tu avances, tu t'upgrades comme on dit. Hein. Tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu me fais ce régime que tu n'as toujours pas su tenir. Tu me changes ta garde-robe. Tu deviens ou tu redeviens cette personne joyeuse. Tu vis ta vie, quoi. Et vraiment, tu l'oublies. Parce qu'en fait, quand tu vas commencer à vivre ta vie, il va forcément rechercher à revenir. Surtout si vous vous suivez sur les réseaux sociaux, si vous vous suivez sur Snap, si vous vous suivez sur WhatsApp ou je ne sais quoi, tu vis ta vie, tu montres un tout petit peu quelques petits détails de ta vie dans laquelle tu profites parce qu'il n'est plus là et parce qu'il ne reviendra plus, et tu passes à autre chose. Et quand je dis que tu passes à autre chose, c'est que vraiment tu passes à autre chose. Tu ne passes pas à autre chose en espérant et en sachant, comme je l'ai dit, qu'il reviendra. Parce qu'il t'a trompé. Ne l'oublie pas. Un homme qui te trompe est un homme qui continuera de te tromper. Un homme qui te trompe, c'est aussi un homme qui ne t'a jamais vraiment considéré comme étant la bonne. Parce que quand un homme tombe sur la bonne, il évite.
Ça arrive de faire des erreurs, ça arrive effectivement de ne pas savoir résister à la tentation. Mais quand un homme te considère vraiment comme vraiment la bonne, soit il te trompe pas, ou il fait tout pour que tu ne le découvres pas. Ben oui. Parce qu'il y a des hommes, ils aiment leurs femmes. Alors oui, ils trompent, mais ces femmes ne le savent pas. Ces femmes ne le découvrent pas. Parfois, elles fouillent et elles ne voient pas. Je l'ai confronté pour son absence d'une semaine. Il m'a dit « Je regrette d'être venu ». Ben voilà. Ben voilà. Hein, l'exemple parfait qui illustre un tout petit peu notre thème, d'accord? Un homme, que tu confrontes, hein, alors que tu aurais dû effectivement être froide. Euh, Être froide aussi, c'est être aussi conscient que l'autre sait ce qu'il a fait et ne pas rechercher forcément la confrontation. Ça ne doit pas être toi qui dois chercher la confrontation parce que tu sais, parce que tu sais qu'il sait. C'est quelque chose que je dis régulièrement. Hein, un homme sait ce qu'il fait. Hein. Même s'il fait semblant de ne pas savoir, de ne pas s'être rendu compte, il sait et il fait semblant. L'incompétence instrumentalisée. Être froide, effectivement, c'est faire comprendre à l'autre ce que tu n'aimes pas sans avoir besoin de le lui dire, sans avoir besoin de le confronter, sans avoir aussi besoin de formuler que tu n'aimes pas. L'autre manière aussi de faire comprendre quelles sont tes limites, quelles sont tes boundaries, comme on dit, bah, c'est le désintérêt total. Hein, c'est de se comporter en fait, voilà, quand il joue au con, bah tu fais la conne, c'est-à-dire que tu réagis pas. Il revient, tu ne fais pas non plus comme si de rien n'était, mais tu ne fais pas non plus celle qui est heureuse. Tu t'es froide, quoi. Mais tu ne parles pas du truc. Tu fais comme si de rien n'était, mais tu n'es pas non plus là, heureuse, joyeuse, dans la bonne humeur et puis dans le sourire. Non, juste tu laisses des silences, tu le regardes un tout petit peu avec insistance, sans que ce soit méchant. Tu lui fais comprendre effectivement qu'il y a eu quelque chose de bizarre, mais tu le laisses encore une fois venir. Tu le laisses venir à toi, tu le laisses s'exprimer en premier. Parce que dans le cas qui m'a été exposé là, je l'ai confronté pour son absence d'une semaine, il m'a dit « Je regrette d'être venu ». Pourquoi tu l'as confronté? T'aurais dû le laisser. T'aurais dû le laisser. T'aurais dû continuer à faire ta vie. Et tu aurais dû le laisser venir en essayant de se confondre en excuses, en essayant peut-être de recoller les morceaux en faisant genre il essaie de te voir. Et effectivement, pour qu'il ait de nouveau accès à toi, ben il passe à la caisse. N'oubliez pas, les taxes, il passe à la caisse. Il te fait un petit virement, un bon petit virement. Il t'offre un petit cadeau, un bon petit cadeau, un truc vraiment, voilà. Il t'offre des vacances, on est au mois d'août. Pourquoi tu l'as laissé, pourquoi tu l'as confronté? Ça t'aurait, tu l'aurais laissé revenir et tu lui aurais demandé de passer à la caisse. Tu aurais peut-être eu des vacances, un petit billet TGV aller-retour, avec hôtel peut-être compris si monsieur a les moyens, dans une de tes destinations, sans lui. Ben oui,
Il ne va pas revenir en pensant que c'est bon, il va revenir comme ça. Il revient, mais il te paye, mais tu profites sans lui. Parfois, le silence, c'est le meilleur moyen de faire comprendre effectivement que la jovialité, l'empathie, la cordialité de ta présence, ben, c'est terminé. Hein. Et un homme sent forcément que ça devient chaud. Ben toi, tu restes froide. Un homme sent qu'effectivement, tu es en train de lentement mais sûrement te détacher. Tu es lentement mais sûrement en train de perdre intérêt. L'autre moyen, effectivement, de montrer qu'on n'est plus là pour être dans une relation où on sent qu'il y a un tout petit peu d'irrespect, c'est de perdre intérêt. Vous donnez trop d'intérêt aux hommes. Vous accordez trop d'intérêt, trop d'importance, trop de considération aux hommes. Et c'est comme ça qu'ils savent comment vous avoir. C'est comme ça qu'ils savent comment vous, vous coincer à nouveau. Pourquoi tu donnes de l'intérêt à tout ce qu'il te dit? Pourquoi tu donnes de la considération à tout ce qu'il te promet? Pourquoi tout ce qu'il dit, tu le prends comme argent comptant? C'est ça qui fait que beaucoup d'hommes, à un moment donné, ils n'ont plus ce goût du challenge parce qu'ils voient, ils savent que c'est bon. Pardonne-moi, j'ai pu recommencer, ok. Et puis tu recommences comme si de rien n'était. Je vais te marier. Il m'a dit qu'il va me marier. T'es la femme de ma vie. Il a dit que j'étais la femme de sa vie. Je veux avoir des enfants avec toi. Il a dit qu'il veut des enfants. Je te serai fidèle toute ma vie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Cassandra. Il n'y a que toi que j'aime. Ton cœur qui est en train de battre comme ça parce qu'il t'a dit ce que tu voulais entendre. Mais c'est ça, il t'a dit ce que tu voulais entendre. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu dois considérer? Je serai un homme pour toi, je vais me battre pour toi. Et puis toi, tu es là, tu es toute contente, gonflée dans ton orgueil. Pourquoi tu donnes de l'intérêt à ce qu'il te dit? Le meilleur moyen pour voir effectivement si un homme est digne de confiance, ce n'est pas dans ce qu'il dit. Et pourtant, vous le savez. Mais vous décidez toujours de tomber dans le piège, de vous laisser avoir par les sentiments. Hein. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'on voit qu'un homme est digne de confiance, est un homme qui est vraiment votre homme. C'est dans ses actions. Vous le savez, hein? Vous le savez. Mais chaque fois, quand on vous écoute, hein, quand j'écoute les confessions de certaines femmes en coaching, hein, je sais pas, ça veut pas rentrer, c'est dur c'est comme à l'école, c'est une formule qui est toute simple, mais c'est une formule qui, je sais pas, voilà. C'est pas dans ce qu'il est en train de vous dire, ce n'est pas dans les promesses qu'il est en train de vous faire que vous devez le considérer, c'est dans ses actions. Mais je sais pas, je sais pas, et parfois vous-même vous me le dites en coaching, hein. Non mais je sais qu'effectivement j'aurais peut-être dû lui faire confiance, j'aurais dû attendre, mais pourquoi du coup tu l'as cru? Pourquoi tu t'es quand même laissé embobiner?
surtout dans des situations où ça se voit à plein nez que le mec il est en train de t'utiliser. Moi, il y a un- et on est beaucoup de coachs à être dans ce type de configuration où en fait, limite, en fait, c'est même plus triste des fois. Excusez-moi, hein, mais des fois, c'est même plus triste. Des fois, ça en devient drôle. Moi, c'est la configuration où toi, femme, tu es célibataire, et puis tu te fais aborder par un homme marié. Franchement, alors, d'un côté, c'est triste, c'est épuisant, mais d'un côté, excusez-moi, hein, mais qu'est-ce que c'est drôle. Excusez-moi. Ah, aujourd'hui, je mange pas mes mots. Ce soir, je tire à balles réelles. Des fois, c'est trop trop drôle. Et pour une personne comme moi qui a fait des études littéraires, c'est des histoires qui sont vieilles comme le monde. Parce que déjà dès l'Antiquité, alors j'ai plus les noms en tête, hein, j'ai plus les noms en tête, mais déjà dès l'Antiquité, c'est-à-dire avant même Jésus-Christ, certaines pièces de théâtre en parlaient déjà. Plus proche de nous, Molière, Tartuffe, ils en parlent déjà dans des pièces qui sont comiques. Et c'est pour ça que je dis que à la fois c'est triste, d'accord, mais à la fois c'est drôle, parce que parfois les situations sont les mêmes que dans ces œuvres littéraires, ou en tout cas le thème est le même. Monsieur est marié. Tu le sais, ou en tout cas tu as une suspicion, d'accord. Pourquoi tu penses qu'un homme marié qui te promet, qui te dit que sa femme, c'est compliqué, qu'avec sa femme, c'est pas la bonne, il s'est trompé, c'est toi. Toi, tu crois, déjà. Et puis ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, que le monsieur, il est en train de te dire qu'il va divorcer. Mais toi, tu crois. Non, mais tu vois, c'est compliqué, le divorce et tout. Ma belle, ça fait 3 ans. J'ai eu ça encore récemment. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 semaines en coaching. 3 ans que 3 ans que la go, elle attend que monsieur divorce. Je lui ai dit, mais tu sais pas qu'il y a des divorces qui se sont prononcés en 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il aurait dû divorcer. Ça fait 3 ans qu'il est juste là en train de jouer avec toi, hein. Oh, mais tu crois, mais non, mais Loveville, c'est pas possible. Il m'a dit que c'était très compliqué. Je dis d'accord, c'est très compliqué, d'accord. Il y a des divorces qui prennent du temps, ok. Il t'a parlé d'une avancée. Il t'a montré qu'il y avait une évolution dans la procédure. Silence. J'ai pas entendu. Il t'a montré des documents, il t'a parlé d'un truc avec son avocat, il t'a montré que, je sais pas, est-ce qu'en 3 ans, est-ce qu'il t'a montré qu'effectivement, voilà, il était vraiment dans une instance de silence. Ah, mais c'est vrai que... J'ai fait pardon. Non, non, mais c'est vrai que je réfléchis, c'est vrai qu'il fait que me promettre, mais il n'y a rien. Je fais, bah voilà. Et là, la question qui très facilement me fait sortir de mes gonds. Mais est-ce que tu penses que si je le confronte, tu penses que maintenant il va se mettre en action pour changer les choses, pour avancer dans la procédure? Je dis, mais... Ah ouais, toi vraiment, si... Quand certains hommes disent qu'il y a des femmes qui sont crédules, au point de... Voilà, c'est... Je dis, mais il va falloir que tu te réveilles, ma belle. Parce qu'en fait, il va jamais changer. Parce que si en 3 ans, il ne t'a jamais montré
l'évolution de quelque chose, c'est pas maintenant qu'il va subitement se réveiller parce que tu vas lui dire j'ai compris qu'après 3 ans, tu t'étais foutu de moi et maintenant j'ai compris que il va falloir que tu t'as gâché 3 ans de ta vie, ma belle. Donc toi, tu comptais encore rester avec cet homme dans l'espoir qu'il puisse... Non mais oh, oh, faut faire quelque chose là. Là c'est compliqué. Là c'est vraiment 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 compliqué. Hein. Va falloir un petit peu se... Hein. Et c'est exactement ce que je dis. Arrêtez de considérer ce qu'un homme est en train de faire. Arrêtez aussi de considérer que ce que fait un homme est extraordinaire. Surtout dans les marques d'attention, Parfois, c'est juste le strict minimum. Surtout dans la société dans laquelle nous sommes, où effectivement, on essaye de nous faire croire que trouver l'amour, c'est compliqué, se marier, c'est difficile, avoir un partenaire qui tient vraiment à nous, c'est quelque chose qui est équivalent à aller en croisade, d'accord? Arrêtez aussi de magnifier le strict minimum. Arrêtez de vous émerveiller devant le strict minimum. C'est ça qui fait aussi que beaucoup d'hommes vous considèrent comme acquis et acquises. C'est ça qui fait que aussi beaucoup d'hommes vous font croire que ce qu'ils font c'est extraordinaire alors que c'est le strict minimum. J'avais fait un thème comme ça une fois. Le strict minimum. Si vous ne connaissez pas ma page sur YouTube, Love It's 30, allez la chercher. Je crois que j'en parle. Et là, c'est la même chose. Vous considérez des actions qui sont mais d'une banalité, qui sont d'une évidence pour moi, en fait. Hein, un homme qui... je sais pas, un homme enfin, moi déjà, un homme qui s'intéresse à moi, qui, euh, un homme qui a envie de m'approcher, de me draguer, c'est complètement normal. Un homme beau qui vienne me parler, si j'étais une femme, je ne serais même pas étonné en fait. C'est normal. Il m'a parlé, il m'a regardé. Oh, il est trop beau, mais tu penses que je suis assez... C'est normal. C'est un homme hétéro, tu es une femme hétéro, vous êtes faits pour vous attirer l'un et l'autre. S'émerveiller qu'un homme, aussi beau soit-il, soit intéressé par vous en tant que femme, commencer à louer l'intérêt que vous donne un homme parce qu'il vous a donné cet intérêt, excusez-moi, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Certaines, vous vous émerveillez parce qu'un homme, il vous propose en date. Ben, c'est complètement normal. Il a envie de te connaître. Il a envie de passer du temps avec toi. Certaines s'émerveillent quand un homme, en fait, est entreprenant. Certaines s'émerveillent parce qu'il vous a invité au restaurant. Certaines s'émerveillent que cet homme a un tout petit peu fait genre, Zerma, il a arrangé un petit peu les choses. Hein? C'est complètement normal. Un date doit se passer avec une activité avant, un verre après, un repas après, et ensuite une autre activité, une petite balade, un petit moment dansant, un petit moment un peu romantique. C'est la norme normalement. C'est la norme. Hein. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous devez apprendre aussi à vous refroidir.
dans l'intérêt que vous donnez à la jante masculine, dans les standards que vous attendez de la jante masculine, d'accord? En ayant des standards déjà un petit peu élevés. Parce que beaucoup d'entre vous, mesdames, quand on regarde la facilité avec laquelle on peut vous émerveiller, c'est un peu triste. Excusez-moi, je tire à balles réelles, certaines vont me dire, je suis un peu méchant, c'est un fait, mais en tant que coach, je ne suis pas là juste pour être dans les non mais ça va aller, t'inquiète, non, non, élève tes standards. Et ça aussi, mesdames, vous êtes censées le savoir. Vous devez avoir des attentes hautes. Parce que c'est ça qui va challenger un homme. C'est ça qui va lui faire comprendre que pour vous avoir, pour vous obtenir, il ne va pas juste te proposer un vulgaire verre dans un bar, hein, sans... hein, et puis toi, tu vas te pomponner, tu vas dépenser le tiers de ton salaire pour un verre dans un bar. Pour être avec un homme qui aura juste mis une chemise, un parfum acheté à l'épicerie du coin et des sandales et un jean qu'il aura acheté chez H&M. Même pas Zara Studio, H&M. Toi, tu auras sur toi l'équivalent de 500, 600, 700 euros. Hein? Maquillage, ongles, cheveux, outfit, talons, sac à main compris. Pour un homme qui va t'inviter dans un bar, boire un verre, qui ne va même pas parfois te payer, parce qu'il va te dire qu'on fait 50-50. Ouh! Franchement. Franchement. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ça a été le cas. Après, c'est pas grave, il faut bien partir de quelque part. Hein. Il n'y a pas de honte. Mais il va falloir se refroidir. Redescendre un tout petit peu dans la réalité. Reconsidérer un tout petit peu ses standards. Vous savez que pendant que vous êtes en train d'investir 500, 600 euros pour aller voir un mec qui va vous faire rire dans un bar à Châtelet, dans un bar, s'il a un tout petit peu le goût, s'il a un tout petit peu du goût, il va vous emmener dans un bar, dans un petit restaurant à Saint-Michel ou à Montparnasse, ou s'il veut un peu vous influencer, vous à Opéra, ou je sais pas moi, dans un petit bar chic dans le 78, vous savez qu'il y a des femmes, on les emmène visiter un musée, après on les emmène acheter, je sais pas, un petit parfum un peu chic. Là, je parle vraiment, je parle pas forcément des gens fortunés ou des gens qui ont l'argent. Hein. Là, je parle d'une personne qui est, entre guillemets, dans la classe sociale majoritaire, d'accord, hein. Après, on les emmène boire un petit verre. Après, on les emmène, je sais pas moi, dans une boutique, faire une petite activité musicale ou faire une petite activité culinaire. Et après, on va manger ce petit plat. Et ensuite, on va se balader dans un truc en bord de Seine. S'il a une voiture, il va t'emmener, je sais pas moi, visiter un lieu historique, tu sais. Et toi, parce qu'il va t'emmener dans un petit bar, boire un petit vin blanc qui coûte 4 euros, 5 euros, c'est ça ton date? Et c'est sur cet homme-là que parfois vous vous échauffez.
Si tu ne revois pas tes standards, si tu ne revois pas effectivement les limites de ton accessibilité, comment tu seras en capacité de te protéger et de ne pas te vendre parfois pour moins cher? Parfois aussi, être froide, c'est avoir un esprit d'anticipation. C'est avoir un esprit aussi, entre guillemets, de protection. Parce que anticiper, c'est aussi se protéger. Se protéger, c'est forcément aussi anticiper. Tu peux pas être une femme et penser en fait que l'homme que tu as en face n'est pas en fait n'est pas un potentiel danger pour toi. Même s'il est beau, hein, même s'il est magnifique, même si il est il montre patte blanche, tu dois toujours réfléchir avec un petit instinct de survie. Tu dois déjà dans un premier temps garder une forme d'indépendance vis-à-vis de ta personne, une indépendance financière. Tu n'es pas forcément obligé d'être une femme d'affaires ou de lancer un business, mais tout simplement d'avoir une activité. Hein. Tu dois aussi garder aussi une forme d'indépendance intellectuelle. Parce que certaines femmes, vous avez parfois cette fâcheuse tendance à penser que l'homme que vous aimez aura raison sur tout et dans tout. Tu dois garder ton indépendance financière, tu dois garder ton indépendance intellectuelle. Tu dois garder aussi une forme de curiosité. Parce que cet homme-là, il n'est pas le sauveur. Hein. Même s'il était ton sauveur, tu te dois de savoir que la première main qui doit te donner à manger, la première main qui doit te protéger, c'est pas la sienne, c'est la tienne. C'est ta propre main. Parce que si tu n'étais pas là, tu serais pas... Enfin, voilà. La première main qui doit te protéger, c'est la tienne. Ce n'est pas la sienne. Il n'est qu'un complément à ta propre protection. Beaucoup de femmes se sont fait avoir, et parfois même avec les hommes les plus riches, elles n'ont pas su anticiper, elles n'ont pas su se protéger dans la relation dans laquelle elles étaient. Mettre de l'argent de côté, investir, même si c'est en cachette, t'es pas aussi obligé de tout raconter et de tout dire à ton homme. Même si ton homme il te dit oui, tu ne fais rien, je veux que ma femme elle ne fasse rien, dis-lui oui. Mais derrière, protège-toi quand même. Parce que cet homme, tu ne sais pas vraiment qui il est. Cet homme, tu ne sais pas vraiment ce qu'il a pour toi. Parce que peut-être que pendant 5 ans, peut-être que pendant 10 ans, ça va aller sur des roulettes. Mais le jour où il en a un peu assez, le jour où peut-être même chez lui ça ne va plus, ça ne va pas, comment tu fais? Comment tu fais? Le jour où toi tu te maries peut-être aussi en pensant que c'est bon, communauté de biens, voilà. Si tu n'as pas les moyens de te défendre ou si tu n'as pas aussi peut-être le backup pour peut-être même venir en aide à ton homme s'il est tombé dans un grave problème financier, il a perdu son travail et tout, comment tu fais? Comment vous allez faire? S'il se retourne contre toi et que toi tu as été obnubilé par l'amour et par les promesses, comment tu fais?
Comment tu te protèges? Parce que c'est ça, en fait, au final, qui va te... Ce sera ça, en fait, la question. Chacun pour soi. Si vous décidez de rompre et que tu n'as pas su, effectivement, avoir un petit peu un espèce de petit capital ou une petite assurance ou garder de quoi avoir une indépendance, comment tu fais? Tu vas aller où? Hein? Mesdemoiselles, ces mesdemoiselles, et parfois, voilà, qui aimaient vous emménager très rapidement alors que vous venez à peine de vous mettre en couple, hein? Vous emménagez chez votre copain, parce qu'il y en a, c'est comme ça. Dès qu'elles ont un copain, elles emménagent chez lui. Parfois, le mec, il t'a même pas invité, hein. C'est toi qu'on voit dans la rue avec tes grosses valises, en train de tirer ça. Mais, et puis il y a ta copine parfois qui te croise dans la rue, ou tes voisins. Ah, mais vous allez où? Vous voyagez? Ah non, non, je vais chez mon copain. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? C'est quoi ça? Ah, mais vous êtes sûr? Ah, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et puis tu dis très très fièrement. Ah non, mais ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble. Ah, et puis la voisine, vu qu'elle est diplomate, elle fait ah, mais c'est trop bien. Dans sa tête, elle se dit, mais regarde-moi cette conne là. Qu'est-ce qu'elle est en train de foutre là? Regarde-moi celle-là. Elle a trouvé l'amour, elle connaît à peine le mec, elle va s'installer chez lui comme ça. Ah, les aigus là, ça en dit long, hein. Mais, hein, hein, on se connaît. Surtout si la voisine c'est une Française. Oh, voilà. Ah d'accord, ah oui. Ah mais vous avez raison, hein. Il faut vivre la vie à pleine... La meuf, elle est en train de se foutre de ta gueule, hein. Ah mais vous avez raison, hein. Mais il faut vivre... hein. Ah mais oui, vous faites bien, mais oui. Et puis il habite où comme ça? Et puis toi, tu dis... Ah mais dans un petit appart, un 2 pièces. Oh, mais... Refroidis-toi. Refroidis-toi. Si tu as cette tendance d'aller euh, hein, habiter, si tu penses que parce que tu as trouvé un copain, ça veut dire que que tu dois forcément effectivement t'installer comme si tu n'es pas, ça c'est les choses qu'on voyait avant, hein. Moi, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que ça fait partie de ma culture cinématographique. Marie-Antoinette, c'est ce qu'on lui a dit. Et encore, elle avait même pas rencontré. Et c'est ce qui se faisait dans toutes les maisons royales, tout ça. Le contrat de mariage est signé, madame, tu prends tes affaires, tu vas vite chez ton mari. Mais elles, au moins, quand elles allaient chez le mari, c'était pas dans vos situations comme ça. Elles, au moins, quand elles partaient, elles avaient une situation. Elles étaient protégées. Vous allez me dire, oui, mais tu Lovis, tu prends des exemples de princesses, mais voilà, c'était des princesses. Elles étaient protégées par leur famille. Elles avaient une armée derrière pour les... Hein, au cas où ça tournait mal. Et quand elles allaient pas dans des petits appartements. Quand le mec chez qui elles se mariaient, alors oui, c'était un mariage arrangé, évidemment. Alors oui, c'était un mariage politique, évidemment. Mais prenons un petit peu exemple aussi sur les standards aussi de ces femmes de la haute. Hein, les parents ne jetaient pas, ou les femmes de bonne famille de la bourgeoisie n'allaient pas forcément se jeter au premier venu parce qu'il était beau ou parce qu'il avait un semblant de maturité ou un semblant d'humanité. Et surtout, elle n'allait pas se jeter comme ça, corps et âme perdus, sans avoir une solution de secours ou de rescousse, quoi.
À un moment donné, il faut arrêter. Arrêter et arrêtons les bêtises, les conneries. Et c'est ça le problème avec la nouvelle génération, c'est que on est à la fois très averti sur ce qui se passe, sur ce qui peut se passer. On est à la fois très libéré dans nos mœurs, très libéré dans nos styles de vie et dans la conception qu'on a du monde, etc. On est... Mais il y a toujours cette... à la fois aussi, il y a aussi, on ressent aussi un endormissement dans les limites qu'il faut arriver à produire à soi. Surtout en amour. Parce qu'en amour, avant, alors je ne dis pas qu'il y avait des femmes, je ne dis pas que des femmes qui se faisaient avoir, il n'y en avait pas. Ça a toujours existé. Voilà. Mais en tout cas, dans les mœurs de la société, une jeune fille savait que elle ne pouvait pas, même la fille la plus pauvre du peuple, savait que elle ne pouvait pas effectivement, même si elle l'aimait, elle ne pouvait pas effectivement se donner comme ça. Ou en tout cas, elle savait que elle se mettait, et il y en a qui en ont fait les frais, elle savait que si elle se donnait comme ça, elle se jetait comme ça dans la gueule du loup, ben, c'était dangereux. Et je ne suis pas en train de dire que aucune d'entre vous, mesdames, ne connaissait pas les dangers. Mais en tout cas, en tant que coach, je remarque qu'il y a parfois une naïveté choisie. Encore si tu es naïve, que tu ne sais pas, bon. Encore que, effectivement, peut-être que tu n'as pas, comment dire, voilà. Mais on est dans un monde, dans une société qui est connectée. On est dans une société où, en fait, on parle. La voix de la parole se fait. On parle de certains comportements psychopathiques qu'ont les hommes. On parle, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, on parle. Beaucoup de femmes parlent. Les story time, toutes ces choses. Encore que tu sois une petite midinette, tu as 15-16 ans, tu commences à découvrir la vie, d'accord. Mais quand tu as, et je parle en connaissance de cause, parce que ce sont des femmes qui viennent me voir en coaching, donc qui me payent, d'accord. Mais quand tu as 24, 25, quand tu as 32, 33, quand tu as 40, 45, ma belle, c'est quoi ton problème? Ta naïveté, là, c'est quoi ton problème? C'est quoi le... Je sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et tout ça, ça traduit en fait un état de désespoir. Et un état de désespoir qui est tellement grand qu'en fait, certaines sont en capacité de faire fi de ce qu'elles savent, de ce qu'elles savent qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est un peu grave, c'est un peu alarmant. On peut se faire avoir peut-être une fois, 2 fois, il n'y a pas de souci. Mais à la 3e fois, quand même, on se dit, bon, j'ai envie de vivre l'amour, mais je fais attention cette fois-ci. J'ai envie de vivre l'amour, mais je ne me laisse pas avoir aussi facilement. Ou j'y vais, mais avec une solution de secours si jamais ça ne va pas. Donc apprenez à vous refroidir. Apprenez à élever vos standards. Apprenez aussi à connaître ce que vous aimez, à connaître aussi ce que vous n'aimez pas. Apprenez à le formuler. Apprenez aussi à savoir quand il faut vous taire parce que l'autre en face est en train de vous rouler dans la farine pour parler gentiment. Apprenez aussi à élever vos standards, à ne pas juste vous émerveiller parce que
Apprenez à savoir vous protéger aussi. Parce que devenir froide, c'est pas juste faire la badie qui calcule pas son homme pendant 3 jours parce que comme il t'a pas répondu, tu dois faire genre, tu dois rester distante. Non, non, c'est déjà aussi savoir te protéger, savoir te défendre, savoir quels sont tes standards, savoir aussi quand il faut partir. Apprenez aussi à savoir quels sont les comportements, hein, qui vous ont fait tomber par le passé pour ne pas le reproduire. C'est ça aussi savoir garder son calme, hein, garder le sang-froid. C'est pas juste savoir ne pas répondre ou quand il appelle, vous raccrochez. C'est pas ça, hein, être une femme froide ou être une femme qui garde son sang-froid. C'est, comme je vous l'ai dit, connaître un petit peu aussi la psychologie, s'intéresser aussi aux différentes techniques, hein. Et ça commence forcément déjà par une connaissance de vous-même. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne vous connaissez pas. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas vous connaître. Beaucoup d'entre vous, vous faites le choix aussi de ne pas vous connaître. Parce que c'est mieux de se fuir à soi-même. Mais c'est en vous fuyant à vous-même que vous permettez à d'autres de vous attraper. C'est en choisissant de vous fuir à vous-même que vous permettez à d'autres de vous attraper, de vous coincer, de vous avoir, de vous manipuler. Mais quand tu auras atteint la connaissance personnelle, la connaissance de toi-même, sur ton passé, tes traumas, sur ton rôle de femme aussi, hein, parce que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas quel est vraiment votre rôle. Vous oubliez quel est votre rôle en tant que femme. Vous oubliez la dynamique à respecter en tant que femme. Vous pensez qu'effectivement vous pouvez tout dire et tout faire. Vous oubliez qu'un homme, il a aussi un rôle à jouer, il a son rôle à jouer. Je ne suis pas en train de parler de soumission, mais je suis en train de parler en fait de respect d'une dynamique, de respect d'une énergie. Hein? Quand on parle d'énergie masculine, d'énergie féminine, c'est pas juste toi, dans ton énergie féminine, te faire les ongles, mettre un rouge à lèvres, porter un corset, serrer ta taille et porter des talons de 10 cm. C'est pas ça l'énergie féminine. Quand on parle d'énergie masculine, c'est pas juste être musclé, faire 1m90, avoir un joli dégradé et s'habiller en costume et travailler dans la finance. C'est pas ça l'énergie masculine. C'est comme ça en fait que beaucoup de femmes, dans leur énergie, font des choses que des hommes devraient faire. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes finissent princesse, Altesse royale, garçon princesse. C'est l'une de mes vidéos qui a le plus cartonné sur ma chaîne. Hein. Si vous allez sur ma chaîne sur TikTok, si vous regardez dans les vidéos épinglées, c'est l'une des 3 vidéos qui a eu jusqu'à encore aujourd'hui le plus grand succès. Parce que c'est une réalité. Apprenez à vous calmer, à vous canaliser et à savoir comment vous canaliser. L'énergie masculine, c'est une énergie de protection, c'est une énergie de responsabilité, c'est une énergie où en fait l'homme, il entreprend les choses, il réalise les choses. D'accord ? L'énergie féminine, c'est une énergie d'intuition, c'est une énergie de connaissance, c'est une énergie d'apaisement, c'est une énergie où en fait elle ne force pas. Hein ? Et cette énergie masculine et féminine, et c'est ce que beaucoup vous ne savez pas, ou que vous ne voulez pas savoir, ou que vous oubliez, d'accord ? Ce qu'on ne vous dit pas là, ce que certains disent oui, feminine energy, masculine energy, c'est qu'en fait, cette énergie masculine et féminine, elle est chez tout le monde. Elle est et chez l'homme et chez la femme.
L'énergie masculine et l'énergie féminine, ce n'est pas juste que chez la femme pour l'énergie féminine ou que chez l'homme pour l'énergie masculine. C'est et chez l'homme et chez la femme. C'est pour ça que beaucoup de femmes sont dans leur énergie féminine, masculine. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes sont dans leur énergie féminine. Mais en amour, il faut respecter la dynamique. Dans le monde du travail, tu dois être dans ton énergie masculine. Tu dois aussi utiliser ton énergie féminine, que tu sois homme ou femme. Mais en amour, tu respectes l'énergie de ton genre. Ce n'est pas à toi, homme, de attendre que tout se passe. Hein. C'est pas à toi, homme, de dire non, mais moi si elle m'appelle pas, je fais pas. Et c'est pas à toi non plus, femme, de courir après le monsieur, de forcer, de t'inquiéter, de planifier, d'organiser, d'anticiper dans la dynamique de ton couple. C'est pas ton rôle, c'est le rôle de ton homme. Et tout ça, ça commence par la maîtrise de soi, la connaissance de soi. Ça commence par le fait de savoir comment devenir et comment rester froide. Comment garder son sang-froid. Autant chez la femme, mais autant chez l'homme. Parce que le message que je donne, c'est pas juste que pour les femmes, c'est aussi pour vous, messieurs. C'est aussi pour vous, messieurs. À commencer peut-être aussi à vous réveiller. Et à ne pas juste rester dans une passivité choisie ou subie aussi. Ou à continuer d'entretenir des relations malsaines parce que ça vous convient. Voilà. Mais ça commence par une responsabilité, une prise de conscience de ses propres responsabilités et de la responsabilité aussi que l'on a envers l'autre, parce que l'autre aussi, il a une responsabilité envers nous. Donc en tout cas, sachez garder ce sang-froid, parce que si vous n'arrivez pas à garder ce sang-froid, vous allez être dans une dynamique qui est chaude, et puis vous allez agir comme vous avez peut-être agi jusqu'à maintenant, dans le désordre, dans l'ignorance, dans la passion, dans les troubles. Vous allez agir dans une dynamique en fait qui va vous desservir et qui va vous mettre à mal face à l'autre. Parce que l'autre, il va bénéficier de vous. Forcément. L'autre, il va prendre ce qu'il a à prendre chez vous et puis il va vous jeter. Alors que si vous arrivez à garder le sang-froid, si vous arrivez à garder votre vous n'allez pas tomber dans le piège. Vous n'allez pas tomber dans votre propre piège, que parfois c'est vous-même qui vous mettez dans un piège. Vous n'allez pas dégoûter l'autre ou faire fuir l'autre, ou faire comprendre à l'autre qu'il peut profiter de vous, alors que vous ne profitez pas de lui. Donc faites attention à vous, passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.